Ce matin, au Radio-Journal, Moderna s'installe au pays. La compagnie compte construire un centre de recherche et une usine de production de vaccins. Le gouvernement albertain persiste et signe. Il va cesser le maintien du traçage des cas et l'isolement obligatoire en cas d'infection. Et peine de mort maintenue pour un Canadien condamné en Chine pour trafic de drogue. Le Canada condamne fermement ce verdict. Bonjour, ici Sabrina Mir. Ottawa annoncera dans les prochaines minutes la conclusion d'une entente avec la pharmaceutique Moderna. Elle recevra un coup de pouce pour se doter d'installations qui lui permettront de fabriquer des vaccins au Canada. Comme l'explique Gabrielle Proulx, Montréal a d'excellentes chances d'accueillir la nouvelle usine. Même si la société n'a pas encore confirmé l'endroit où elle aura pignon sur rue au Canada, Montréal est bel et bien dans la ligne de mire de Moderna. Et ce qui aurait joué en sa faveur, selon le cabinet du ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, ce serait l'importance du secteur pharmaceutique dans la métropole, même s'il a subi un déclin au cours de ces 40 dernières années. La société compte donc investir des centaines de millions de dollars pour y ouvrir un centre de recherche et une usine de production de vaccins à base d'ARN messager. Et les détails en ce qui concerne la capacité de production de l'usine, de même que le calendrier de construction des nouvelles installations, devront être précisés entre le gouvernement fédéral et l'entreprise. Et cette annonce, ça représente une étape cruciale pour le gouvernement de Justin Trudeau, que ce soit à l'approche de possibles élections fédérales cet automne ou pour reconstruire le secteur pharmaceutique au pays. Ottawa compte aussi dépenser 2,2 milliards de dollars sur 7 ans pour consolider le secteur et assurer une meilleure préparation devant de nouvelles pandémies. C'était Gabrielle Proulx. L'adoption du passeport vaccinal se concrétise au Québec. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, doit annoncer cet après-midi certaines modalités concernant la nouvelle mesure sanitaire. Selon le médecin épidémiologiste à l'INSPQ, Gaston Deserre, le passeport vaccinal pourrait inciter les personnes hésitantes à recevoir leurs 2 doses de vaccin dans le but de freiner la propagation du variant Delta. Pour bien bloquer la transmission de ce variant Delta-là, oui, il faut aller au-delà de 75 %. Si on a 25 % des gens qui n'ont pas reçu de dose, on parle des 12 à 39 ans, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes vulnérables. En Ontario aussi, l'idée d'imposer un passeport vaccinal fait son chemin, mais pas dans les couloirs de Queen's Park où elle est jugée trop controversée. Ce sont les gens d'affaires et les commerçants qui réclament l'adoption du passeport vaccinal. Ils préfèrent de beaucoup cette mesure à un nouveau confinement au moment où le nombre de nouveaux cas quotidiens d'infection recommence à monter. La 4e vague de la pandémie se dessine à l'horizon, selon l'urgentologue à l'hôpital St. Michael de Toronto, Samuel Vaillancourt. Techniquement, quand on voit une recrudescence comme ça, je pense qu'on peut dire que oui, on s'en va vers une 4e vague dans le sens qu'il y a une augmentation des cas. La grande question qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que ça va se traduire par une grande augmentation des hospitalisations ou une pression sur le système de soins de santé. La COVID, il faut vivre avec, c'est la réponse du premier ministre de l'Alberta aux pédiatres de la province qui craignent pour la santé des moins de 12 ans à la prochaine rentrée. Dans une lettre adressée au premier ministre, il demande le maintien du traçage des cas contacts et de l'isolement obligatoire en cas d'infection, des mesures qui seront retirées dans 6 jours. Mais Jason Kenney maintient le cap. Les précisions d'Audrey Neveu. Avec la rentrée des classes qui approche et la montée des cas de COVID-19 en Alberta, la pédiatre et co-signataire de la lettre Tessine Lada voit une situation catastrophique se profiler à l'horizon pour les enfants de moins de 12 ans. Je m'attends à voir le variant Delta se propager comme une traînée de poudre dans les garderies et les écoles, prédit-elle. Tessine Lada s'inquiète de l'impact sur eux de ce qui est parfois appelé la COVID longue, des effets à long terme qui ont touché jusqu'à 10 % des enfants de moins de 12 ans infectés au Royaume-Uni, selon leur bureau des statistiques. Mais le premier ministre Jason Kenney maintient le cap et attribue encore une fois la décision à sa médecin hygiéniste en chef. Il faut que nous apprendrons comment à vivre avec la réalité de COVID-19. Nous ne pouvons pas continuer en permanence les mesures extraordinaires qui représentent une menace à la vie ordinaire. Les pédiatres répliquent que leur demande de dépistage, de traçage de contact et d'isolement obligatoire en cas d'infection ne sont pas exagérées. Ici Audrey Neveu, Radio-Canada, Edmonton.
C'est une semaine mouvementée pour les relations Canada-Chine. Aujourd'hui, un tribunal chinois a rejeté l'appel d'un Canadien condamné à la peine de mort pour trafic de drogue. Robert Schellenberg, originaire de la Colombie-Britannique, a été arrêté en 2014 pour avoir fait entrer plus de 220 kilos de méthamphétamine dans le pays. Marianne Dupuis a plus de détails. Les juges soutiennent que les preuves sont fiables et que la peine de mort est appropriée. Robert Schellenberg a été arrêté en 2014 pour avoir pris part à un trafic de drogue impliquant 220 kilos de méthamphétamine. Il avait d'abord été condamné à 15 ans de prison, mais cette décision a été révisée en 2019 pour la peine de mort, environ un mois après l'arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver. La sentence est aujourd'hui maintenue, une décision fermement condamnée par l'ambassadeur du Canada en Chine, Dominic Barton. We condemn the verdict in the strongest possible terms and call on China to grant Robert clemency. Il appelle la Chine à accorder la clémence à Robert Schellenberg. Le dossier est maintenant entre les mains de la Cour suprême de la Chine pour révision, la procédure habituelle pour tous les cas de peine de mort. Par ailleurs, une autre importante décision d'un tribunal chinois est attendue aujourd'hui ou demain, soit le verdict dans le dossier de l'homme d'affaires Michael Spavor, accusé d'espionnage et détenu en Chine depuis 2018. Il avait été arrêté, tout comme l'ex-diplomate Michael Kovrig, par les autorités chinoises quelques jours seulement après l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou. Des arrestations vues comme une mesure de représailles par le premier ministre Justin Trudeau, ce que Pékin dément. Ici Marianne Dupuis, Radio-Canada. Montréal. Ottawa va financer la démolition d'anciens pensionnats pour Autochtones. Selon des informations obtenues par Radio-Canada, le gouvernement va l'annoncer aujourd'hui. La grande majorité des pensionnats qui ont existé au pays ont déjà été détruits et ceux qui ont trouvé une nouvelle vocation pourront être démolis ou remplacés. Ottawa va aussi annoncer la nomination d'un interlocuteur spécial qui devra déterminer la meilleure manière de répondre aux demandes d'enquête sur les crimes commis dans ces pensionnats. De nombreuses voix s'élèvent au pays pour demander à Ottawa de revoir sa stratégie de lutte contre les changements climatiques et de se fixer des cibles plus ambitieuses après la publication d'un rapport alarmant du GIEC. Les experts de l'évolution du climat sont clairs, le réchauffement de la Terre atteindra 1,5 degré dès 2030 si rien n'est fait et le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Le reportage de Karine Matteux. Le gouvernement libéral a réagi au rapport du GIEC sur le climat en rappelant son engagement à réduire les gaz à effet de serre de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030. Le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, défend même l'achat du pipeline Trans Mountain par son gouvernement. C'est un projet qui a été annoncé dans le premier mandat du gouvernement Trudeau. Ce qu'il faut réaliser maintenant, c'est que le Canada a signé une déclaration qui dit mais à partir de maintenant, il faut arrêter d'investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles. Le lieutenant politique du NPD pour le Québec, Alexandre Boulris, dénonce l'incohérence des libéraux. En moyenne, le gouvernement libéral a donné 10,7 milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières par année. C'est plus que les conservateurs de Stephen Harper. Le NPD, lui, s'engage plutôt à réduire les GES d'au moins 50 % d'ici 2030 et à cesser de subventionner les pétrolières. Le Bloc québécois tient des propos semblables. La porte-parole, Christina Michaud. Cesser de subventionner les énergies qui sont les plus polluantes et plutôt aller vers les énergies vertes. Le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, a pour sa part critiqué le gouvernement Trudeau, qu'il juge inactif, et s'engage à agir. On va atteindre les cibles de Paris, mais sans une diminution des emplois et des opportunités. Il devra toutefois convaincre certains membres de son parti. En mars dernier, plus de la moitié ont rejeté une motion visant à reconnaître l'existence des changements climatiques. Ici Karine Matteux, Radio-Canada, Montréal. Et en terminant, le pont de Londres, le célèbre Tower Bridge, symbole iconique de la capitale britannique, il est aujourd'hui la cible de toutes les moqueries. Le pont à bascule inauguré en 1894 refuse de basculer. Son tablier, remonté environ 800 fois par année pour le passage des navires, refuse de redescendre. Le système hydraulique qui permet depuis 127 ans de le rabaisser s'est enrayé. La circulation est donc bloquée et pendant que les railleries se multiplient sur les réseaux sociaux, humour typiquement britannique, un internaute a même suggéré d'utiliser du WD-40. Voilà, c'était l'essentiel de vos informations. Vous écoutez ici Radio-Canada Première. Bonne journée.